Nous avons laissé nos aventuriers dans une étrange bâtisse, à la recherche de la source des cris entendus par les habitants. Délaissant totalement leurs autres quêtes, ce mystère les intrigue et capte toute leur attention. Vont-ils découvrir ce qui se trame dans cette maison? Vont-ils quitter Rocher-sous-Bois lors de cette seconde session? Nous allons très vite le savoir. Cette nouvelle session commence avec Maylin, qui souhaite ouvrir les autres placards de la cuisine. Heureusement pour elle, pas d'autres serpents dans ceux-ci, mais pas de trésor non plus. Elle décide juste après de fouiller la poubelle dans laquelle se trouve du pain rassis. Déçus de leur découverte, ils se rendent dans le couloir qui est très bien entretenu. Il dispose de nombreux tableaux de paysages, il est propre, et il y a même des chandelles qui brûlent. Il reste une nouvelle porte à découvrir, pas à celle dont ils viennent, ainsi qu'un grand escalier à leur gauche qui monte vers un étage supérieur. Prudents, ils vérifient si la nouvelle porte est enchantée, ce qui n'est pas le cas. Ils examinent les tableaux, les soulèvent pour vérifier que rien ne se cache dessous. Ils sont néanmoins déçus de ne découvrir aucun portrait qui pourrait les aider à identifier le propriétaire. Ce ne sont que des paysages, même s'ils sont de très bonne facture. Maylin ouvre la porte et avant d'entrer observe la nouvelle pièce, qui est un salon. Siran y rentre et trouve une pièce magnifique, avec une cheminée où brûle un bon feu, un canapé, des fauteuils, une table, une petite estrade de bois pour y produire des divertissements aux potentiels invités. Siran se dirige aussitôt vers les tableaux accrochés, et décidément c'est un peu leur lubie, il ne trouve rien. Maylin réagit enfin que les chandelles allumées dans le couloir ainsi que la cheminée indiquent que quelqu'un est venu peu de temps avant eux pour tout allumer. Acario tente d'examiner la cheminée de plus près, de trop près même. Il perd un point de vie en se brûlant. Maylin entend un grand bruit qui vient de l'étage grâce à ses dons particuliers auditifs. Elle pense qu'il s'agit d'un meuble qui a été déplacé plus haut dans la maison. Nos aventuriers ne seraient-ils pas seuls? Loin de s'inquiéter, elle fouille les fauteuils et les canapés et elle finit par trouver un bracelet en argent d'origine elfique. Roman se positionne près de la porte pour surveiller l'escalier du couloir afin que personne n'en descende, pendant que Maylin continue de fouiller. Elle remarque un petit tabouret qui semble habituellement être posé à l'extérieur au vu de l'état du bois. Elle finit également par trouver un petit diapason sur l'estrade, ainsi que 2 verres sur la table, dont l'un qui n'a pas été fini. Notre ami elfe se souvient du matériel de pêche à l'extérieur, et avec la découverte du tabouret, elle déduit que l'habitant doit être un pêcheur. Siran, quant à lui, pense plutôt à la ménestrelle de l'auberge qui est une elfe en plus d'être une musicienne. Roman propose de faire sonner le diapason pour découvrir des pièces secrètes. Bon, c'est pas le plus futé de la bande, il est pardonné. Mais les autres trouvent son idée géniale et ils décident d'utiliser l'outil un peu partout dans les pièces qu'ils ont déjà découvertes. Bon, sans surprise, il se passe rien. Roman sort ses armes et décide de monter l'escalier le premier, suivi aussitôt par les autres. Ils arrivent à nouveau dans un couloir positionné juste au-dessus du précédent. À l'autre bout se trouve un nouvel escalier pour monter encore plus haut dans la maison. Cette pièce est très poussiéreuse avec beaucoup de toiles d'araignée et ne possède aucune décoration. Il y a 2 portes sur le côté droit et une sur le côté gauche du couloir. Comme à leur habitude, on commence par une petite vérification de porte et aucune ne semble enchantée. Roman entre le premier dans l'une des pièces qui paraît être une chambre avec une cheminée éteinte, un placard grand ouvert, un lit, une table de nuit dans le même état de propreté que le couloir. En outre, il y a une seconde porte de l'autre côté qui paraît mener dehors. Siran inspecte le lit mais ne trouve rien. Acario a plus de chance et découvre une feuille de papier coincée dans le tiroir de la table de nuit. Une bonne partie est illisible, mais dévoile tout de même quelques informations. Il se souvient que les 10% sont la taxe imposée par le maire à tous les commerces. Maylin inspecte la poussière au sol pour vérifier qu'aucun meuble n'a été bougé récemment. Il n'y en a pas, mais elle découvre une tache de sang séchée par terre non loin du lit, datant de plusieurs années. Roman cherche des informations dans l'armoire, mais elle a été vidée et il ne reste rien. Maylin perd un point de vie en examinant le conduit de la cheminée. Décidément, qu'elle soit ou non allumée, les cheminées sont pas les amis de nos aventuriers. Siran, quant à lui, tente d'ouvrir la seconde porte de la salle, mais elle est fermée. Acario teste la clé, ça ne correspond pas. De retour dans le couloir, nos amis ouvrent la seconde porte de droite, et Roman y rentre en premier. Il s'agit d'une deuxième chambre, dans le même style que la première, si ce n'est qu'en plus de la saleté, elle est très en désordre, des habits déchirés jonchent le sol. Elle aussi possède une porte menant à l'extérieur. Maylin examine les vêtements par terre et s'aperçoit que leur taille est plus petite que pour un adulte humain. Cela pourrait appartenir à un enfant, ou bien à un nain, un gnome, etc. Et ils sont de nature masculine. Elle en profite pour voler et équiper un chapeau. Pourquoi? On ne sait pas. Siran ouvre la porte qui n'est pas verrouillée et découvre un balcon. Il y va. Il n'y a pas de meubles dessus. Il regarde l'autre balcon
celui dont la porte était verrouillée, et il s'aperçoit qu'il est doté d'un escalier qui est relié au ponton à côté du quai, qu'ils n'ont pas pensé encore à visiter. Roman, toujours à l'intérieur, fouille la table basse qui est vide. Maylin réunit tout son courage et examine la cheminée, mais elle ne trouve rien, tout comme dans l'armoire. Tout le groupe décide d'explorer la dernière salle. Comme à chaque fois, Roman entre le premier, et il se retrouve dans une salle de bain. Encore une fois, il y a beaucoup de saleté et de poussière, ainsi que quelques meubles toujours debout. Tyran décide de voler des restes de savon sous le regard outré de Roman. Me demandez pas pourquoi. Maylin ne découvre pas non plus de signes de meubles déplacés. Tous ensemble, toujours accompagnés de Théus tremblotant de peur, ils montent au 2e étage et se retrouvent dans un petit couloir carré. Ils possèdent 3 portes, une face aux marches, une à gauche et une à droite. Sans être un modèle de propreté, il est plus entretenu que l'étage précédent. À peine arrivent-ils dans ce couloir qu'ils entendent un rugissement animal furieux qui leur glace le sang. Grâce à ses bonnes oreilles, Maylin se rend compte que cela vient d'au-dessus d'eux. Acario se blesse à nouveau en tentant d'examiner le plafond. Oh, il est parfois plus prudent de ne pas fouiller partout, une leçon qu'il ne retiendra jamais, je crois. Tyran, quant à lui, tend l'oreille et entend des petits bruits qu'il ne parvient pas à identifier. Serait-ce des bruits de pas? La maison qui craque? Des bruits de griffes? Rien de rassurant en tout cas. Roman inspecte les portes. Il remarque que sur la poignée de celle de gauche, il n'y a pas de poussière, alors que c'est le cas pour les 2 autres. Le groupe décide de laisser Roman et Tyran dans le couloir pour s'assurer que rien ne s'échappe de la maison, pendant qu'ils vont visiter les différentes pièces. Ils s'engagent par la porte de droite, qui débouche dans une grande bibliothèque avec un peu de poussière, mais surtout des centaines de livres. Maylin veut trouver un passage secret et cherche des livres à l'envers ou qui dépassent, mais ne découvre rien de concluant. Tyran, entendant parler de livres, se précipite aussi à l'intérieur. Ils décident à tour de rôle de chercher des informations sur leur quête personnelle. Sans surprise, cette petite bibliothèque privée n'en contient pas. Mais au moins nous sommes rassurés, ils n'ont pas oublié les raisons de leur venue sur le continent. Tyran finit par avoir l'idée de chercher des informations sur les animaux en repensant aux cris qu'ils viennent d'entendre. Il trouve 2 livres, Flore et faune de Morentia, ainsi que les animaux à ne pas avoir chez soi. Il consulte rapidement les tables des matières, mais n'a pas le temps de les lire entièrement, alors il les garde avec lui. Acario déniche un livre appelé « Les potions d'un autre temps ». Tyran rejoint Roman, et les 2 autres entrent dans la salle du centre. Ils sont dans un grand bureau. En fouillant, Maylin découvre une pile de documents que je vais vous lire, en commençant par celui du dessus et en finissant par le plus en dessous. J'ai trouvé, enfin je pense. Finalement, écrire mes pensées m'a aidé. Je déteste ce fichu bureau. J'y ai passé trop de temps. Ou plutôt, je déteste la bibliothèque. Cette histoire de fromage m'a rendu fou. J'ai brûlé tout le livre de rage. En plus, cela n'avait rien à voir. Mais je vais pouvoir me servir de ce que j'ai appris autrement. Maintenant, je vais enfin découvrir le secret de cette fichue maison. Moi aussi, je vais créer des énigmes. Si je meurs et que quelqu'un veut un jour revenir ici, il devra trouver comment amadouer mes bébés. Allez, je me lance. Cloutudor est le plus doux, mais aussi le plus féroce. Alpelope est grande, mais pas autant que ses piquants. Paken n'aime que moi, mais je ne lui rends pas. Oh non, c'est trop simple comme énigme. Comment sous-entendre qu'il faut leur donner leur plat favori pour passer? Bon, de toute façon, je vais pas mourir. Qu'est-ce qui est léger? Il n'y a rien au balcon, j'ai demandé à tout le monde en ville, on commence à me prendre pour un fou à présent. Et c'est accompagné d'un dessin de la maison avec un petit homme sur un balcon, des oiseaux volant autour, des bateaux, des petits nuages, comme un petit dessin d'enfant. Je comprends plus, moi. C'est quoi qui est en premier? Le 2e vers ou le 4e? Il pouvait pas être un peu plus clair? J'aurais dû lui couper les pieds. Comment j'aurais pu savoir qu'il y avait cette énigme? Alors ça, c'est facile. C'est une potion de bave acide de Zapingo, rien de plus simple. Si tout le reste pouvait être aussi limpide... À ce moment-là, Maylin remarque que l'écriture n'est plus la même pour les 2 derniers papiers. Il y a donc 2 auteurs de ces lettres. Je suis le plus léger, mais je passe en dernier. Porté par Aletna au balcon, on me trouvera. On dit que j'entends tout, mais c'est juste pour me moquer. Si les vôtres n'étaient pas bouchés, vous pourriez aussi être premier. Elle est faite pour mon pied, personne ne voudra me la voler. Un jour, je serai enfin premier, sauf si vous me buvez. Posez une goutte de mon breuvage, comme dans la comptine d'un autre âge. Mon ami, je sais que tu ne veux que mon bien, mais je n'irai voir ni le maire, ni toi. Ma potion va me rendre riche. Elle est déjà finie, et les résultats sont excellents. Je te remercie de tes conseils, mais j'aimerais à présent que tu cesses de... Acario consulte le livre qu'il a pris dans la bibliothèque, et trouve le chapitre qui traite de la potion acide de Zapingo. Je vais vous lire le passage. C'est une histoire qui intrigue beaucoup d'alchimistes. Cette potion est réputée pouvoir faire fondre n'importe quel métal. Malheureusement, le Zapingo n'a pas de bave acide. Il n'y a rien de plus doux que ce charmant animal. J'ai rencontré un apothicaire une fois qui promettait d'en vendre.
Je n'ai pas pu confirmer ces dires. Je me demande tout de même pourquoi autant de contes d'autrefois mentionnent cette potion. Elle a bien dû exister. Si seulement les Apingo pouvaient être moins rares, on ferait beaucoup plus de tests. Ils vont ensuite rechercher Siran qui détient des livres sur les animaux pour trouver les paragraphes qui les intéressent. Il y en a un sur l'Alpelope, un sur le clou Tudor et un dernier sur le Spaken que je vais vous lire aussi. L'Alpelope. Cette grande bête paraît adorable à première vue. On pourrait la confondre avec ses lointaines voisines les antilopes. Malheureusement, dès que l'on s'approche, leurs yeux deviennent verts et leur corps se couvre de gigantesques piquants. Et encore, c'est la version gentille. Donnez-leur de la viande à manger et elles se jetteront sur vous pour vous écorcher. Si tout de même l'une d'entre elles a élu domicile chez vous, procurez-vous du raisin et elle deviendra votre meilleure amie. Du moins pour un temps. Le clou Tudor. Ce bon vieux matou. Enfin, je devrais dire ce gros tigre à cornes. Non seulement il a des griffes, des dents, mais il pourra embrocher n'importe qui. Enfin, surtout ceux qui oseraient leur faire manger des légumes. Ayez toujours des latmites sur vous. Sinon, ne courez pas, ne grimpez pas aux arbres, ne restez pas immobile, ne criez pas, ne respirez pas, ne chantez pas, et peut-être resterez-vous vivant. Le Spaken. Vous aimez les grandes tentacules ? Eh bien moi non plus. Ce rat géant possède pas moins de 8 tentacules qu'il adore enrouler autour de ses victimes. C'est sans doute le plus dangereux de toute cette liste. Je ne connais rien qui puisse l'amadouer. Par contre, il est allergique au fromage. Si vous lui en donnez, il devient enragé. Siran change de livre car il a vu un chapitre se référant au latmite. Le voici. Poisson qui sait se rendre invisible en cas de danger, avec des nageoires qui ressemblent à des ailes. Le latmite peut être pêché en mer, mais uniquement avec le bon appât. Il faut pour cela utiliser du soufflé corne d'or. Ce fromage n'est pas dur à trouver, mais il en vaut la peine. Mayline se concentre pour écouter tous les bruits de la maison. Elle arrive à compter 3 bruits différents à l'étage. Peut-être y a-t-il les 3 sortes d'animaux ? Mais elle entend aussi un bruit différent qu'elle n'arrive pas à identifier et qui vient d'en dessous d'eux. Les aventuriers déduisent qu'il existe un spécimen de chaque sorte au-dessus d'eux, mais n'ont aucune idée de comment amadouer le Spaken. Ils font plusieurs suppositions, dont celle de lui offrir le bracelet elfique qu'ils ont trouvé, ou même d'utiliser le diapason, mais ils ne sont pas rassurés à l'idée de monter à l'étage supérieur. De toute façon, ils n'ont pas encore trouvé d'accès pour s'y rendre. Roman redescend les étages, l'arme à la main, pour tenter de découvrir l'origine du bruit entendu par Mayline. Comme il ne trouve rien, il commence à se demander s'il n'existe pas un étage secret entre le premier et le deuxième. Leurs idées ne cesseront de m'étonner. Néanmoins, ils passent un moment dans les escaliers à essayer de déterminer leur hauteur et une possible entrée secrète, mais sans succès. Se souvenant enfin qu'il leur reste une porte à ouvrir, ils s'y rendent et découvrent une salle d'exposition très grande, avec des tableaux, des piédestaux, ainsi que beaucoup d'objets entreposés. Siran découvre un parchemin magique et cela tombe bien. Il en a déjà plusieurs en sa possession qu'il a volé à son académie. Il s'agit d'un parchemin de transboumutation, qui peut transformer de la boue en pierre. Il a 2 utilisations possibles avec un taux de réussite de 70%. Ils s'aperçoivent rapidement que la pièce ne comporte ni porte ni escalier, et qu'ils n'ont donc aucune idée de comment monter à l'étage supérieur. Alors, si vous vous souvenez bien, au rez-de-chaussée, ils avaient retourné tous les tableaux qu'ils croisaient. Eh bien cette fois-ci, alors qu'ils sont clairement dans un cul-de-sac, ils ne touchent à aucun. J'avoue qu'à l'époque, ça m'avait un peu dépassé. Mais bon. Mayline inspecte l'un des murs, mais elle se fait à nouveau très mal et perd encore un point de vie. Roman repart. Il est toujours obsédé par un passage secret et se met à cogner dans tous les murs dans les escaliers. Siran inspecte les plafonds sans rien repérer de particulier. Ensuite, il rejoint la seconde chambre remplie de vêtements et la fouille à nouveau. Il découvre un carnet usé écrit dans un vieux dialecte, l'Eresh, qu'il pourra traduire s'il décide d'y passer la soirée complète. Alors je vous épargne tous les allers-retours dans toutes les salles avant qu'il s'aperçoive que le soir est tombé. Roman tente de convaincre ses compagnons de revenir le lendemain avec les idées claires, mais Mayline souhaite d'abord repasser par la bibliothèque, et elle découvre un nouveau livre appelé « Reconnaître toutes les variétés de fromage d'un seul coup d'œil ». Malheureusement, toutes les pages ont été arrachées et elle n'a au final que la couverture. D'ailleurs, en parlant de fromage, sur le point de repartir, il repasse dans le cellier et il découvre 3 fromages différents. Un grand rond orange et lisse, un autre coupé en triangle, blanc, très sec, avec une mauvaise odeur, et un dernier marron, troué, un peu comme un gruyère. Roman les embarque tous les 3. Siran et Mayline prennent tous les 2 une poignée de blé périmé dans l'idée d'empoisonner quelqu'un plus tard. Spoiler, je crois que c'est toujours dans le sac de Mayline et qu'elle ne l'a jamais utilisé. Reportant une énième fois le moment du départ, ils se rendent sur le petit ponton pour débarricader la porte du balcon de la première chambre en passant par l'escalier extérieur. Mayline s'approche de l'eau et aperçoit des poissons du coin de l'œil. Siran récupère le matériel de pêche dans l'idée de l'utiliser le lendemain. Roman n'a pas envie de monter l'escalier qui paraît très fin et fragile, et Acario refuse aussi d'y aller du coup. Alors, c'est Mayline qui s'en charge.
Elle inspecte le balcon mais ne trouve rien. Rassurée, Acario la rejoint. Mais comme je leur ai dit au moins 10 fois, cette partie de l'édifice menace de s'écrouler à tout moment. Meilin est la plus légère, mais en ajoutant le poids d'Acario, une partie s'effondre sous leurs pieds. Acario tombe sur le quai, mais il n'a rien de grave. Par contre, Meilin tombe à l'eau, et grâce à un bon jet, elle finit par remonter sur le ponton. Fâchée contre ses amis, elle revient dans le salon pour se sécher à la cheminée. Au final, ils ont tellement traîné que la nuit est tombée. Ils rentrent tous les 4 à la taverne, bredouilles et même en colère pour certains, ou devrais-je dire certaines. Roman fait un détour par les vignes pour voler du raisin. Siran s'installe à la table d'Adio, l'aventurier retraité, et lui résume leur découverte. Il le questionne sur Freyne, âge de la lanterne. Adio l'a bien connu, ils s'entendaient bien avant qu'Adio parte sur l'île des géants, mais à son retour, son ami avait quitté Rocher-sous-Bois. Il leur confirme qu'il s'agit du dernier propriétaire de la maison, qui a été laissé à l'abandon depuis son départ. Il leur apprend également que Freyne était docker. Il pose des questions sur les animaux, mais Adio n'y connaît rien. Il pense d'ailleurs que ceux-ci sont plus des légendes qu'une réalité. Il lui demande ensuite s'il a des connaissances en alchimie. Ce n'est pas non plus le cas, mais il leur indique une boutique de potions au centre du village qui pourrait les renseigner. Meilin le questionne sur les différentes sortes de fromages. Adio perd un peu patience. Ils sont dans une auberge et posent cette question à un aventurier au lieu de se renseigner auprès du tavernier, ou même mieux, à la cuisinière. Il retrouve ensuite la ménestrelle qui n'a toujours pas bougé depuis l'hypnose de Meilin, qui la prend un peu en pitié et annule enfin les effets de sa magie. Acario la complimente sur son chant et elle semble apprécier. Détendue, elle accepte de répondre à leurs questions. Elle leur apprend qu'elle est au village depuis environ 1 mois. Meilin lui montre le bracelet qu'ils ont trouvé dans la maison. Elle confirme qu'il est bien elfique, mais il ne lui appartient pas. Elle leur dit qu'il pourrait appartenir à la chef de la guilde des mages, qui est aussi une elfe. C'est à sa connaissance la seule autre personne de cette race à Rocher-sous-Bois. Lorsque Meilin lui montre le diapason, elle veut absolument savoir où il a été trouvé. Lorsqu'il lui révèle l'information, la ménestrelle avoue avoir été invitée là-bas pour se produire dans quelques jours. Elle leur dit qu'il suffit de chanter la même chanson qu'elle a produite ce midi pour que la porte enchantée s'ouvre. Elle ignore l'identité du commanditaire du concert, car elle a reçu une note pour l'engager. Lassée de leurs questions, elle clôt la discussion et part. Nos aventuriers se posent à une taverne et commencent à nouveau à se disputer. Siran et Roman souhaiteraient entendre la ménestrelle chanter pour ouvrir la porte enchantée. Mais Meilin ne les comprend pas. Ils ont vu les 2 côtés de la porte, et ils ont une autre façon pour entrer. Elle trouve que cela ne sert à rien. Alors je suis assez d'accord avec Meilin, mais visiblement, ils aiment bien faire les choses en entier pour rien laisser de côté. Un petit côté perfectionniste qu'ils vont perdre avec le temps. Ils commandent leur repas au tavernier et s'empressent aussitôt de le bombarder de questions. Ils apprennent entre autres l'organisation d'un grand tournoi d'archerie à Puermotejas dans quelques semaines. Mais bon, de toute façon, sans chevaux, ils sont pas prêts d'y arriver. Il leur dit d'aller voir la cuisinière pour avoir des informations sur le fromage. Malheureusement, Meilin et elle ne s'entendent pas et sont un peu réticents à cette idée. Jatertar connaissait Freyne, âge de la lanterne, et leur apprend que c'était un très bon ami d'Heidi, la cuisinière. Après leur dîner, Siran se rend dans sa chambre et se met à étudier le petit carnet qu'il a trouvé dans l'après-midi. Meilin part se laver et dormir. Acario et Roman partent aussi chacun de leur côté se reposer de leur longue journée. Ceux qui ont bien dormi gagnent 1 point de vie, et Siran a traduit le carnet qui se révèle être un guide pour les archers débutants afin de reconnaître les flèches de bonne qualité. Pendant leur petit déjeuner, Siran prend un peu de temps pour soigner Meilin et lui rend son dernier point de vie manquant. À ce moment-là, seul Acario a encore 1 point de vie en moins. Siran offre à notre pirate la traduction du carnet qui lui sera sans doute plus utile à lui qu'aux autres. Après avoir fini de manger, Acario se rend avec Roman dans les cuisines où ils reçoivent un accueil chaleureux. Il l'interroge sur Freyne, âge de la lanterne. Elle confirme qu'il était son ami, mais il n'a jamais donné de nouvelles et cela l'attriste. Nos aventuriers sous-entendent qu'il pourrait lui être arrivé quelque chose et cela l'effraie. Secouée, elle confirme tout de même qu'il était docker et avait d'autres amis dont elle ignore l'identité. Elle leur apprend également qu'il était passionné par les potions et qu'il était sur le point de faire une découverte qui allait le rendre riche. Roman lui montre les 3 fromages qu'ils ont trouvés, mais ce ne sont pas ceux qu'elle a l'habitude d'utiliser. Siran les rejoint car il se souvient de leur bêtise de la veille et lui propose de lui donner du blé périmé pour piéger les rats afin qu'elle soit rassurée. Beaucoup plus détendue, elle leur dit qu'elle a déjà vu du soufflé corne d'or. Elle leur apprend qu'il n'est pas fabriqué à Morencia. Elle se souvient seulement qu'elle aimait bien le couper car il n'y avait pas de trou à l'intérieur, mais ça fait des années qu'elle n'en a pas vu. Elle ne se souvient de rien d'autre. Siran aimerait lui acheter des latmites, mais elle en a pas. Ils sont durs à pêcher, mais elle confirme qu'il y en a bien aux alentours du village. Juste, elle ne sait pas de quel genre d'appât ils sont friands. Ils repartent dans l'auberge. Siran retrouve Dalil, occupé à boire une bière à sa table, et lui demande son autorisation pour payer à nouveau la ménestrelle pour qu'elle rechante sa chanson. Oui, il s'en moque totalement.
Ils en profitent pour lui demander si Rilial, sa compagne, a eu des avancées dans son enquête. Visiblement, il n'a pas pris beaucoup de nouvelles, mais il l'a entendu se plaindre à la fois de la guilde des mages et du maire, qui ont tous refusé de la laisser rentrer dans leurs bâtiments respectifs. De plus, elle est passée derrière eux au vignoble, et le vigneron n'avait aucune patience envers les visiteurs, possiblement de leur faute en passant. Maylin engage la ménestrelle alors qu'elle était totalement opposée à cette idée la veille. On va dire que la nuit l'a fait changer d'avis. L'artiste, si on peut l'appeler comme ça, se met à chanter pour le déplaisir de tous, mais Siran prend des notes sur les paroles de sa chanson. Pendant ce temps, Théus boit un verre de lait et leur fait part de son amour pour le fromage, notamment le meurtumeur, qui est son préféré, un fromage d'ananas rond et orange. Roman lui montre donc le premier qu'ils ont trouvé, et Théus le reconnaît aussitôt. Il en réclame une tranche et Roman lui offre avec plaisir. Grâce aux dernières informations, ils savent à présent éliminer 2 de leurs 3 fromages dans leur recherche du fameux corne d'or. Dans le milieu de la matinée, ils retournent tous les 3 au quai. Cette fois-ci, non pas à la recherche de vin, mais de fromage. D'ailleurs, en parlant de vin, je suis pas certaine qu'ils se souviennent que leur bouteille trafiquée attend toujours. Ils vont à la rencontre de Gurbag, le géant, et le présentent aux 2 qui ne l'ont jamais rencontré. Gurbag leur dit qu'il n'inspecte pas les caisses et qu'il faudrait voir la liste des marchandises auprès du contremaître. Il précise que son patron ne vient travailler que l'après-midi et qu'il faudra repasser pour le rencontrer. Il pose des questions sur Freyn, mais Gurban ne le connaissait pas trop. Il était plus proche des dockers et du contremaître que de lui. Siran juge le géant bête, à haute voix, devant lui. Et le groupe se fait donc virer des quais aussitôt. C'est dommage, jusqu'à présent il les appréciait plutôt. Acario se fâche contre Maylin et Siran qui se mettent à dos tout le monde dans le village. Le groupe souhaite à présent visiter la guilde des mages. C'est une belle tour de briques blanches avec une porte de couleur émeraude. Juste devant, un gnome est assis sur un banc, occupé à lire un livre. Il se présente, Dalerf, membre de la guilde. C'est un dragueur, sans doute encore pire qu'Acario, et dès les premières secondes, il tente de faire du charme à Maylin. Il tente d'obtenir un rendez-vous avec elle à la taverne, mais elle refuse dans un premier temps. Elle prétexte être ici seulement pour faire affaire, et Dalerf souhaite donc l'engager pour transmettre une lettre à la fille du maire. Malheureusement, Maylin insinue que la fille du maire a beaucoup de prétendants, et cela ne plaît pas du tout au gnome. Comme il est un peu lourd, Maylin négocie un repas en sa compagnie s'il accepte de répondre à toutes leurs questions et de leur faire visiter la tour. Alors, il accepte de leur répondre, mais leur informe que seuls les membres de la guilde peuvent entrer à l'intérieur. Maylin tente de se faire passer pour une puissante mage, du coup Dalerf lui propose de rejoindre la porte d'émeraude, sa guilde. Il la présente. Il s'agit d'un groupe de mages spécialisés surtout dans les transformations magiques, comme la transmutation. Ils ont une antenne de la guilde dans la ville de Puermotejas, beaucoup plus grande que celle de Rocher-sous-Bois, ce qui leur permettra d'y obtenir un bon accueil lors d'un futur passage. Dans le village, ils ne sont que 3 mages, et Dalerf s'intéresse surtout à la magie naturelle, qui lui permet de bien entretenir son jardin. Le gnome leur propose de passer le test pour devenir membre. Maylin lui montre le bracelet qu'elle a trouvé, mais Dalerf n'a jamais vu sa chef, Brimil, le porter. Ils veulent la rencontrer, mais Dalerf reste ferme, on ne la dérange pas si on n'est pas membre de la guilde. Du coup, Siran et Maylin décident d'accepter de passer le test. Ils sont amenés à l'intérieur, au rez-de-chaussée, alors que les autres les attendent à l'extérieur. C'est une salle ronde avec un escalier en collimation. Il y a plusieurs tables avec des chaises. Au mur, plusieurs tableaux noirs comme dans une salle de classe, et une trappe fermée semble mener à un sous-sol. Dalerf les informe qu'il y a un test de 10 questions et qu'il faut la moitié de bonnes réponses pour réussir. Et ensuite, il y a un test pratique au sous-sol. Si les 2 tests sont réussis, ils deviendront des membres de la porte d'émeraude. Maylin observe la salle et remarque un petit tableau de 2 colonnes qui comprend d'un côté 10 noms et de l'autre des annotations qui vont de réussite, pour 5 des noms, à dans un coma, en passant par a fait exploser le sous-sol et surtout par mort. Quelle idée de faire un test de magie lorsqu'on n'est pas magicien. Loin de leur faire peur, Maylin repère également une dague accrochée au mur qui lui d'un éclat bleuté. Maylin questionne le gnome à son propos et il lui apprend que l'un des chefs de guilde l'a offert en récompense des dernières recrues de Rocher-sous-Bois. Il s'agit d'un artefact magique, mais comme ils sont 3 mages, ils ont décidé de l'accrocher plutôt que de se disputer sur qui l'obtiendrait. Le test commence. Voici la liste des questions qui leur a été posées avec la bonne réponse associée. En les attendant, Roman donne un petit cours d'armes à Théus, et Acario lit la traduction du carnet qu'il a obtenu ce matin-là. Je précise que la plupart des réponses du test étaient trouvables facilement en écoutant les PNJ ou en prenant des notes. Il y a une seule question qui révélait de la chance. Maylin triche sur Siran pour trouver la capitale de Morencia, avec un bon jet de discrétion. Malheureusement, c'était pas la bonne réponse. À l'annonce des résultats, Dalerf leur apprend qu'ils ont tous les 2 réussi mais de peu. Siran a obtenu 5 sur 10 et Maylin 6 sur 10. C'est maintenant l'heure de l'épreuve pratique.
Mais nous le verrons une autre fois. Vont-ils se rendre compte que c'est une mauvaise idée de passer une épreuve de magie sans posséder aucun pouvoir? Vont-ils enfin donner leur bouteille de vin au pauvre homme qui l'attend? Vont-ils découvrir le mystère de la maison abandonnée? Et pour finir, le plus important, vont-ils faire l'acquisition de chevaux un jour? Nous le saurons bientôt.